messieurs, chers collègues, chers camarades, je vous remercie de votre présence pour cette table ronde qui vient clore nos journées nationales de Lille. De nombreuses questions ont été soulevées. J'ai l'honneur cet après-midi de partager cette tribune avec trois éminents représentants de nos professions. La galanterie veut que je commence évidemment par Daniel Toupillier. Bonjour Daniel. Vous êtes depuis sa création la directrice générale du Centre national de gestion, donc, qui est la DRH des praticiens hospitaliers et des corps de direction. Je rappelle d'ailleurs que le CNG organise à l'occasion de ses 10 ans 2 journées de portes ouvertes les 29 et 30 novembre prochains. Voilà, ça peut valoir le coup d'aller jeter un œil dans les locaux. Vous avez évidemment une parfaite connaissance des statuts, des établissements et aussi des difficultés rencontrées par les femmes et les hommes qui y travaillent. Et je pense que les différentes personnes ici qui ont été permanents pourront largement en témoigner. Et vous avez par ailleurs été un porteur essentiel de la charte de l'éthique et de la responsabilité qui a été adoptée très récemment après les propositions du 5A CFDT. Roland Olivier, bonjour. Vous êtes dans la position de directeur de l'Institut du Management de l'École des Hautes Études en Santé Publique, poste que vous occupez depuis avril 2010. Vous avez donc vu passer un certain nombre d'élèves des corps de DH, des 3S, DS et attachés, dont je pense à un certain nombre qui sont également ici. L'école de la santé, je ne doute pas que vous en parlerez, est un maillon essentiel de la réflexion prospective sur les corps, le métier de directeur, le métier d'attaché et les statuts bien évidemment. C'est aussi un lieu de rencontre et d'échange absolument essentiel entre les nouveaux professionnels et les collègues chevronnés, qu'ils soient enseignants, intervenants ponctuels ou encore maîtres de stage. Et là encore, je pense qu'il y a beaucoup de maîtres de stage dans la salle, présents ou passés. Hervé Amiot-Chanal, bonjour. Vous avez exercé une douzaine d'années sur le terrain en tant qu'enseignant, puis directeur dans un établissement d'enseignement supérieur privé, avant de rejoindre la fonction publique de l'État en tant qu'administrateur civil. Vous vous êtes spécialisé dans les ressources humaines et aujourd'hui, et depuis 2015, vous êtes à la DGOS, où vous contribuez à définir les règles donc ressources humaines du système de santé, et notamment de sa composante publique, puisque c'est à la sous-direction où vous exercez en qualité d'adjoint que sont élaborées les règles de la fonction publique hospitalière. Voilà pour les trois invités. À l'aide de l'expertise qui est la vôtre et au vu des nombreuses transformations évoquées durant ces journées, nous avons souhaité aborder avec vous la manière de penser les statuts, comment les faire évoluer, les adapter à cet environnement mouvant. Les différents corps qui nous concernent sont, comme traditionnellement dans la fonction publique, régis par un décret statutaire. Pour les directeurs des soins, c'est un décret d'avril 2002 qui a été substantiellement modifié le 7 janvier 2014. Je me tourne vers Brigitte qui est là devant. Un nouveau statut qui a amené, vous le savez, des réactions pour le moins mitigées de la part de notre organisation syndicale. J'ai bon, Brigitte? Ça va? Le décret des directeurs d'hôpital qui date du 2 août 2005 et donc le décret unifiant déjà les DESS et les DESMS au sein du corps des 3S qui va fêter ses 10 ans le 26 décembre prochain puisque c'est un décret donc, de fin 2007. Et je vais me permettre de revenir sur ce dernier statut, donc le statut des 3S. En 2007, nous avions organisé donc au niveau du 5A CFDT ce qu'on appelait une assemblée générale des sections DESS et DESMS. Et c'est là que je me rends compte que je vieillis un petit peu, puisque je pense que les présents à cette assemblée générale doivent être un petit peu moins nombreux que les absents. Et donc en présence notamment de nos interlocuteurs ministériels, dont la DGOS à l'époque. Nous étions alors dans une période d'atermoiement, avec une absence d'unité syndicale pour soutenir le projet de fusion de ces deux corps. Et on peut même parler d'une certaine cacophonie entre les organisations syndicales représentatives des directeurs. Et c'était sûrement une des raisons pour lesquelles le projet de fusion a traîné plusieurs mois. Et donc au cours de l'Assemblée générale, Dominique Perriot, que je pense beaucoup ici connaissent et que je salue, qui n'a pas pu venir à ces journées, avait interpellé nos interlocuteurs afin de savoir si le PACS entre les DESS et les DESMS pourrait un jour aboutir à un mariage. Il y a donc eu mariage, puisque les deux corps étaient jumeaux à l'époque, la formation à l'EHESP était identique, les profils de recrutement largement similaires. Et à ce mariage de 2007, aujourd'hui, nous souhaitons assister à un autre mariage, celui des D3S et des DH, ainsi qu'à une meilleure reconnaissance des directeurs des soins et des attachés qui sont présents également, évidemment, dans ces réflexions. Ce sont des projets que nous portons depuis de nombreuses années et qui souhaitent une traduction statutaire aux transformations de nos métiers. Donc ça a été un thème qui a été largement abordé depuis hier. Nous affirmons depuis un certain temps que les directeurs des soins sont des directeurs adjoints à part entière.
qui n'ont pas vocation à se distinguer des autres directeurs adjoints au sein des équipes de direction. Et à ce titre, le statut donc, de 2014 était loin des attentes. Pour les attachés, donc, nous avons des évolutions statutaires qui ont été négociées. Madame la directrice générale de l'offre de soins nous a confirmé hier que les arbitrages réalisés sous la mandature précédente étaient caducs. Et c'est vrai que pour nous, il est important de savoir si c'est l'ensemble de la réflexion qui est caduque ou si un arbitrage sera à nouveau donné sur le projet tel qu'il a été négocié, et notamment par la CFDT. Et là, je pense que c'était vraiment en collaboration très étroite entre Fédération Santé Sociaux et 5As CFDT que le travail avait été réalisé. Nous affirmons également que DH et D3S sont devenus deux corps, on va dire, jumeaux, très proches, à une petite nuance près, qui est celle des grilles indiciaires et du régime indemnitaire. Nous exerçons dans des établissements qui sont divers par leur taille et leur activité, une fonction qui est elle unique, qui est la fonction donc, de direction. Nous avons porté ce projet depuis de nombreuses années avec, je pense, beaucoup d'énergie. Nous avons donc connu une situation de PAX entre DESS et DESMS, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a le sentiment qu'il y a un peu la même situation entre DEH et D3S. Nous partageons des postes d'adjoints dans les mêmes établissements sous deux statuts différents. Les uns et les autres partent en détachement dans l'autre corps pour poursuivre leur carrière en fonction de leurs aspirations professionnelles, souvent pour être chef quand les DH sont détachés chez les D3S, et souvent pour être adjoint quand les D3S sont installés, partent chez les DH, parce que la difficulté d'un exercice isolé est quand même avérée. Voilà. Ils partagent de plus un large corpus de formation commun, que ce soit en prépa ou lors de la formation initiale. Et peut-être Roland Olivier nous en dira plus sur ces formations. Les établissements que nous dirigeons, DH, D3S, sont en constante évolution avec la mise en place de directions communes, de fusions et des groupements hospitaliers de territoire plus récemment, sujet sur lequel je pense qu'Hervé Amiot-Chanal va pouvoir réaliser un tour d'horizon. Je me permets d'ailleurs un tout petit crochet par le secteur privé, c'est pas juste pour faire plaisir à Nathalie, mais c'est parce que ça fait partie intégrante de la Fédération Santé Sociaux. Le secteur privé est actuellement en train de mener une très large réflexion sur l'évolution des conventions collectives, et notamment celle de la branche associative, sanitaire, sociale et médico-sociale. Et dans ces réflexions sont évoquées les questions relatives au rapprochement des définitions métiers, la classification des différentes qualifications au sein des établissements. Et ça nous semble des questions qui sont d'une grande utilité pour éclairer nos propres réflexions statutaires. Ça a été aussi un peu évoqué ce matin par Stéphane Rax, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà, ça a également été évoqué. Je referme la parenthèse. Le mariage entre les D3S et les DH, pour nous, n'a rien de forcé, même s'il ne fait pas plus l'unanimité que celui des DESMS et des DESS en 2007. Mais l'unanimité ne semble pas avoir un sens particulier. Pour nous, ce qui a du sens, c'est d'avoir la meilleure prestation possible pour les jeunes, les personnes handicapées, les personnes âgées, les patients de manière générale qui sont accueillis dans nos établissements, dans les établissements que nous dirigeons plutôt. Ce qui a du sens, c'est de permettre aux professionnels médicaux, paramédicaux, techniques, administratifs, éducatifs, d'exercer leur art, leur profession dans les meilleures conditions possibles. Ce qui a du sens aussi, c'est de permettre au personnel de direction de penser leurs fonctions, leur métier, sans se préoccuper de distinctions statutaires aujourd'hui obsolètes. Le 5As CFDT est prêt à réfléchir à ces questions, tant sur la méthode que sur le fond. Sur la méthode, les protocoles d'accord de 2008 et 2011, que certains ont probablement déjà oubliés, ont montré leurs limites, dans la mesure où l'autorité ministérielle ne s'est pas sentie liée par les engagements pris antérieurement pour les directeurs. Sur le fond, la réflexion doit être large et nous y sommes prêts. Hier, la directrice générale de l'offre de soins nous a invité à un discours de franchise et à cela aussi, nous sommes prêts. Nous avons conscience qu'il est difficile de tirer des conclusions suffisamment stabilisées sur les effets des évolutions structurelles, que ce soit celles des GHT, des autres recompositions, les fusions, les directions communes notamment. Ce n'est pourtant pas faute de savoir mesurer les charges de travail, de comprendre les conséquences des écarts statutaires sur les mobilités entre les corps. Et je remercie par avance les trois participants à la table ronde pour leurs éclairages. Je vais commencer par la DGOS. Hervé Amiot-Chanal dans le DHOS, pardon. Du coup, je suis complètement perdu. C'est DHOS, c'est DGOS, c'est DHOS avant. Je suis fatigué. J'ai été embarqué hier soir dans un traquenard. Dans le contexte délicat que vous connaissez bien, comment ça on avait compris? Ça, c'est pas sympa, ça.
Quelle est la vision de la DGOS et du ministère sur les suites à donner? Selon quelle logique et quels objectifs pouvons-nous espérer que les efforts demandés aux directeurs et aux cadres trouvent des contreparties? Et dans quels espaces de négociation, inscrits ou non dans un agenda social plus complet, évidemment? Et je donnerai la parole aux autres personnes. Merci à vous. 1, 2, 3, est-ce que vous m'entendez? Oui, bien. Donc tout d'abord, merci de votre invitation. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je voudrais excuser Mathias Alberton, qui est sous-directeur des ressources humaines du système de santé à la DGOS, qui avait prévu d'être des vôtres aujourd'hui. Il a demandé à son adjoint de le remplacer, puisqu'il avait, on a une semaine un peu compliquée, il avait des obligations impératives, et j'espère que vous accepterez et que les propos que je tiendrai pourront vous rassurer. Tout d'abord, je crois que la directrice générale hier a bien cadré le cadre de son action. Elle a voulu tenir ce qu'elle a appelé, ce que vous avez rappelé, effectivement, un langage de vérité. Alors, un langage de vérité, ça veut dire qu'on va mettre tout de suite les choses à plat parce que on se voit, on est là pour ouvrir des pistes de réflexion et j'espère qu'on pourra y contribuer. Mais je sais aussi que vous avez des attentes, des demandes, des revendications en tant qu'organisation syndicale et que vous souhaitez savoir quelles suites sont données. Et le représentant du ministère, le représentant de la DGOS, c'est bien naturel. En tant que représentant de la DGOS, je peux vous apporter un certain nombre de réponses qui, évidemment, corroboreront les propos de la directrice générale, mais mon objectif, c'est d'ouvrir quelques pistes de réflexion. Alors, évidemment, c'est la table ronde un peu de tous les dangers. Hein. C'est le statut, d'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Et j'oserais rajouter une quatrième question. Que faites-vous? Alors, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de discussions qui ont été conduites avec les représentants des organisations syndicales de directeurs, et notamment avec les représentants de votre organisation syndicale, qui étaient très nourries, qui ont débouché sur un certain nombre de constats partagés, sur un certain nombre de pistes, de directions et sur un certain nombre de textes. C'est vrai aussi que tous les textes n'ont pas pu être publiés au cours de la dernière mandature et qu'un certain nombre de textes non publiés, qui avaient été pourtant discutés avec les organisations syndicales et la DGOS, qui avaient été portés par la DGOS, n'ont pas été publiés. Le Premier ministre, enfin, ces textes sont aujourd'hui soumis à nouveau à l'arbitrage. Alors la directrice l'a dit, le contexte politique, puisqu'au final la décision elle est bien politique. Le contexte politique est aujourd'hui assez différent. Il y a un certain nombre de décisions sur la politique du gouvernement, comme le décalage de PPCR ou le gel du point d'indice, qui dessine un cadre. Le rôle de la DGOS, c'est évidemment, à partir du moment où un certain nombre de choses ont été dites, c'est de porter en interministériel les propositions de réforme et les textes qui ont été vus avec vous. Alors, peut-être un mot, parce que comment est-ce qu'on conçoit une politique statutaire et une politique de rémunération pour des corps de la fonction publique hospitalière, mais de la fonction publique de l'État ou de la fonction publique territoriale? Comment se conçoit la politique statutaire et indemnitaire des corps de la fonction publique? Alors, il faut le rappeler, c'est, comme tout processus de décision, un processus qui fait intervenir une pluralité d'acteurs. Voilà, ce n'est pas simplement les organisations syndicales et le ministère et la DGOS,
c'est un ensemble d'acteurs qui participent au processus de décision. Il y a bien évidemment donc, le ministère de tutelle de la fonction publique hospitalière, représenté par la DGOS. Il y a également, comme intervenant, le ministère du budget, la direction du budget, qui tient les cordons de la bourse. Il y a également le ministère de la fonction publique, qui est le garant d'une forme de cohérence dans les différentes grilles et les différents statuts des différentes catégories de personnel. Et il y a aussi le Premier ministre, qui détient le pouvoir réglementaire et qui est co-signataire de tous les textes, de tous les décrets, et qui signe l'ensemble des textes, y compris les textes statutaires. Donc ça veut dire que, là je vous parle un peu de la cuisine ou de l'arrière-cuisine sur le processus d'élaboration d'un texte. Cela veut dire que c'est l'ensemble des acteurs de cette chaîne qu'il faut convaincre. Avec une particularité dans ce gouvernement, c'est que la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, garante de la cohérence des différents textes statutaires, et la Direction du budget sont aujourd'hui placés sous l'autorité d'un même ministre, qui est le ministre de l'Action et des Comptes publics. Et c'est avec l'ensemble de ces acteurs que nous pouvons porter une expertise sur les métiers qui justifie un positionnement dans un corpus réglementaire, statutaire, indemnitaire, puisque la fonction publique, c'est quelques centaines de corps, j'ai oublié le nombre exact, mais c'est vraiment un positionnement au sein d'une galaxie, au sein d'un environnement. Comment est-ce qu'on positionne un métier, une profession dans un environnement? Vous savez comment est conçu le statutaire dans la fonction publique? Ce sont des grilles. La loi dit des grilles de catégorie C, des grilles de catégorie B, des grilles de catégorie A, des grilles de catégorie A+. Là, la loi ne le dit pas, mais c'est un usage. Et chaque profession, chaque corps se positionne dans cet ensemble. Le positionnement dans cet ensemble ne peut être que la traduction et la conséquence d'une réflexion et d'un positionnement métier. C'est le métier qui fait le corps. Et d'ailleurs, l'article 1er, l'article 2, l'article 3, je ne sais plus, mais au début de chaque texte statutaire, vous avez un paragraphe introductif, un article introductif qui définit les missions des membres du corps. Alors, un corps, c'est un ensemble de personnes qui concourent peu ou prou au même métier. On sait bien que quand on est membre d'un corps, on ne fait pas tous le même métier, mais grosso modo, il y a une certaine forme d'homogénéité. Et c'est cette réflexion sur les missions du corps qui détermine toute la suite. Si je pouvais, j'essaierais de vous faire partager, mais c'est compliqué, mais toute la richesse qu'il y a à conduire une réflexion sur le métier pour bâtir la traduction statutaire. Dans un texte statutaire, pour bâtir un texte statutaire, on s'interroge sur quoi? Les missions, je l'ai dit. On s'interroge également sur les modalités de recrutement. Est-ce qu'on recrute des jeunes? Est-ce qu'on recrute des personnes déjà expérimentées? Est-ce qu'on recrute en puisant dans le vivier d'autres corps? On s'interroge sur les modalités de progression dans le corps. C'est un corps à 2 grades, c'est un corps à 3 grades. Comment est-ce qu'on passe d'un grade à l'autre? Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des conditions d'exercice du métier, des conditions de mobilité géographique, des conditions de mobilité fonctionnelle? Quel est le sommet auquel on aboutit? Comment est-ce qu'on organise les mobilités entre les corps? Comment est-ce qu'on organise les mobilités entre les fonctions publiques? C'est à toutes ces questions
c'est lorsqu'on y a répondu qu'on peut ensuite positionner un corps dans cette grande galaxie de la fonction publique. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, et tout votre colloque est tourné vers ce grand changement dans l'exercice de vos métiers qu'est l'irruption des GHT, des groupements hospitaliers de territoire. Donc tout votre colloque, j'ai regardé un peu le programme avant de venir intervenir et d'être des vôtres, c'est vraiment une réflexion, votre secrétaire de la Fédération Santé Sociaux l'a rappelé, c'est une réflexion sur la modification du métier. Naturellement, une modification du métier, c'est le moment où on s'interroge sur une modification statutaire. Alors, on peut dire que le métier devient de plus en plus difficile, il faut une reconnaissance. Mais quand même, il faut s'interroger sur la nécessité d'avoir une approche globale, une approche d'ensemble. Je crois qu'aucune profession ne peut se satisfaire d'un discours qui serait gagner plus parce que c'est plus dur, parce que c'est une course mortifère. Ce n'est pas ça une réflexion statutaire. Une réflexion statutaire, ce n'est pas simplement c'est plus dur, il faut une compensation en l'occurrence si elle est statutaire ou indemnitaire, une compensation pécuniaire. Ce n'est pas simplement ça la réflexion. Qui aujourd'hui se dit, et je pense aux nouvelles générations, qui aujourd'hui se dit que la vie, c'est l'acceptation d'une plus grande difficulté compensée par une reconnaissance statutaire et indemnitaire. C'est ça, bien sûr, mais ce n'est pas que ça. Et dans l'exercice de vos professions, ce qui nous remonte, c'est que les nouvelles générations, elles ont intégré ce discours. C'est que le temps partiel, le changement de métier, les nouvelles générations, elles savent, dans les personnels que vous gérez, arrive un moment où on peut accepter de travailler à 80% parce qu'on trouve un équilibre vie privée, vie professionnelle. Les nouvelles générations savent que le quantitatif, c'est important et que le qualitatif, c'est au moins aussi important. Cette réflexion globale qui cherche le point d'équilibre entre le métier, la qualité de vie, le temps consacré au travail, les modes d'inclusion dans le travail, c'est bien beau les réseaux sociaux, les emails à profusion, mais est-ce que c'est ça le travail? Ce point d'équilibre entre les différents paramètres qui constituent la vie professionnelle, mais la vie tout court, le statutaire, c'est un élément de réponse. Un élément de réponse important, et puis je suis ici aussi pour en parler, donc il ne faut pas le nier, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important d'avoir une réflexion d'ensemble. La démarche qui préside à l'élaboration des textes, c'est une démarche, en tout cas on essaye, qui prend en compte cette pluralité de dimensions, ces dimensions multiples. Il y a eu un séminaire métier un séminaire sur les métiers de directeur qui a permis de fonder la réflexion. Vous êtes en attente de conséquences et de traductions concrètes. Elle va déboucher, notre directrice générale l'a dit, il y a un comité de suivi GHT cette semaine au ministère, dont les acteurs, au cours duquel les acteurs ont été informés du plan d'action de la Direction générale de l'offre de soins pour tenir compte de cette évolution majeure de vos métiers. Ce plan d'action,
il a une composante sur la rémunération. Il a une composante sur la rémunération. Il a 7 composantes. Et la rémunération est une composante. Et c'en est une importante. Et c'est la composante qui est aussi celle sur laquelle vous attendez des éléments de langage au cours de cet atelier. Mais il y a 7 composantes qui sont, alors j'ai quand même pris un papier pour n'en oublier aucune. Les règles relatives aux responsabilités, compétences et prérogatives, la gestion de la démographie, les modalités de recrutement, la formation, le parcours professionnel, la rémunération, on l'a dit, les communautés de pratique, les conditions d'exercice et la qualité de vie au travail. Il y a un calendrier de travail qui est associé à ce plan d'action, un calendrier de travail qui nous mène, que je ne commette pas d'erreur, jusqu'au mois de mai. Et ça veut dire que l'ensemble des dimensions seront abordées. Alors, il y a déjà eu un certain nombre de réflexions et je sais qu'il y a des textes dont la publication est attendue, qui sont remis, sur lesquels la DGOS, le ministère, réintervient pour dire qu'à partir du moment où ils ont été portés, nous souhaitons qu'ils puissent être à nouveau soumis à l'arbitrage. C'est oui, c'est non, c'est peut-être, ce sera comme ci, ce sera comme ça, ce ne sera peut-être pas ce qu'on attendra, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une réponse qui soit apportée sur ces différents textes. Je pense on ne part pas de zéro. Nous avions réfléchi déjà à un texte sur des mesures d'accompagnement à l'arrivée des GHT. Il y a déjà un texte qui a été évoqué, qui a été discuté, pardon. Ce texte-là, il prévoit un truc rigolo. Quand on vient à la DGOS, on apprend qu'il y a des mesures coussinées. Donc les directeurs sont en lévitation, ils ont des coussinets où il y a des mesures d'accompagnement pour les directions communes, les intérims, qui sont la réalité de votre travail au quotidien et de plus en plus. Ce texte, aujourd'hui, le discours de vérité qu'évoquait ma directrice générale, c'est de dire qu'aujourd'hui, voilà, s'il n'est pas publié, c'est que le processus de concertation qui fait intervenir une pluralité d'acteurs que j'intervenais n'a pas permis encore de déboucher. Ensuite, l'État n'a qu'une voix, qu'une parole. Et lorsque les décisions seront prises, je crois qu'il est important de dire que l'État n'a qu'une parole et que la parole sera unique pour défendre les décisions telles qu'elles seront prises. Mais aujourd'hui, les conditions d'expression de cette parole et des arbitrages, comme on dit aussi, voilà, à ce jour, ne sont pas réunies. J'ai conscience que ce discours de vérité, voilà, dans cette assemblée, j'espère, voilà, peut-être qu'il ne répond pas exactement à vos attentes, mais je crois que c'est le discours qu'il fallait tenir. Juste, peut-être un mot pour conclure, parce que vous nous avez interpellé dans l'introduction, vous m'avez interpellé dans l'introduction de cette réunion sur une problématique qui est une revendication de votre organisation. Donc ça ne sert à rien de la passer sous silence, on est là pour répondre à vos questions, qui est la fusion des corps. Encore une fois, je ne sais pas si la fusion des corps est une évidence. Ça ne peut pas être une évidence. Ce n'est pas l'expression ni d'un sentiment personnel, ni d'une position institutionnelle. Ce que je veux vous dire là, c'est que un positionnement statutaire, c'est une démonstration dont on peut penser qu'elle a été faite, mais lorsque le processus démocratique est tel que, voilà, il y a des élections, il y a de nouvelles équipes qui se mettent en place, de nouveaux ministères, de nouveaux ministres, et que les nouveaux ministres ils doivent être convaincus
on doit s'adresser à eux pour porter, dire, redire des choses dont vous considérez peut-être que vous avez déjà dites et dont vous considérez peut-être que c'est une évidence, que la démonstration est faite, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est en redisant, en portant vos messages, vos revendications, et sans hésiter à dire et redire que vous porterez les arguments métiers qui convaincront vos interlocuteurs et les interlocuteurs de manière générale de la nécessité, de l'opportunité d'une réforme. Donc, c'est un travail, c'est un appel finalement à faire, voilà, à faire le boulot, votre boulot de syndicaliste, mais on sait à la DGOS que vous le faites et on l'entend, croyez-le. Mais c'est vraiment une invitation à poursuivre, et puis ensuite le dialogue, il est ce qu'il est. Hein. Parfois, il débouche sur les consensus, parfois moins, et c'est comme ça que les choses pourront se passer. L'évidence ne peut pas s'imposer. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, ça va aller, on va poursuivre effectivement. J'en retiendrai qu'il va falloir qu'on remette l'ouvrage sur le métier pour travailler à convaincre l'ensemble des acteurs, et ça se fait avec aussi tous les collègues présents et également absents, hein, mais voilà, c'est aussi par les retours d'expérience des collègues sur le terrain qu'on récupère les infos qui nous permettent aussi d'argumenter sur justement ces réalités de terrain que nous essayons de porter. Évidemment, en tant que syndicat réformiste, je pense que la CFDT sera toujours présente dans les différentes strates pour travailler sur ces sujets. Daniel Toupillier, est-ce que je vous propose maintenant peut-être de nous expliquer comment le CNG peut apporter sa propre expertise, son appréciation des différentes situations, pour dégager des lignes d'action qui pourraient être partagées entre les différents interlocuteurs. Est-ce notamment un objectif de simplification de la gestion nationale des corps de direction pourrait être un levier supplémentaire pour promouvoir un corps unique de direction? Je vous remercie. Je savais que le sujet venait en rebond vers moi, mais avant de répondre à cette importante question, je voulais d'abord vous remercier pour votre invitation. J'y viens fidèlement, même si c'est parfois un petit peu la course contre le temps, mais vous l'avez aussi. J'en profite pour saluer Nathalie Cagneux, que je connais depuis longtemps. Je voulais dire que c'est une grande dame et qu'elle vous quitte, mais elle va prolonger sa belle intelligence et son engagement ailleurs. Je suis sûre qu'elle y sera très efficace. J'en profite puisque Michel disparaît chaque fois que je veux dire un petit mot sur lui. Mais là, il est revenu, j'ai la chance de le capter quelques instants. Donc, je voulais vraiment saluer Michel Rosenblatt, toutes ces années de travail partagé, qui ont été une belle aventure, à la fois institutionnelle, mais également humaine, et dire toute l'amitié que je lui porte dans l'engagement qui a été le sien, dans sa fidélité, voilà, et lui aussi, dans un engagement qui n'a jamais fait défaut. Nous sommes sur le partenariat social, et je partage avec Nathalie Cagneux depuis longtemps cette dimension et cette appropriation de la nécessité du caractère indispensable du dialogue social, qui doit être à la fois authentique, qui doit être transparent et qui doit être loyal. Je crois que nous le faisons depuis longtemps avec l'ensemble des organisations syndicales de directeurs et aujourd'hui, bien sûr, particulièrement avec le Syncas CFDT. J'en profite pour prolonger, puisque Anne a pris les rênes avec beaucoup de détermination, beaucoup aussi un bel engagement manifesté, avec une équipe solide et une qualité, je crois, de réflexion sur les champs d'innovation qui pourra nous permettre, je le pense demain, collectivement, de pouvoir œuvrer dans le sens des besoins exprimés, puis dans l'accompagnement à la transformation des métiers. Donc je salue tous les représentants du Syncas CFDT aujourd'hui, et puis je vais essayer de répondre à la question, ou au moins à une partie de la question, puisque la fusion finalement des 3S à laquelle vous aspirez depuis longtemps, depuis au moins 2011, est plutôt du ressort des arguments et des éléments statutaires qu'a rappelé Hervé. Donc j'ai plaisir à avoir Hervé d'un côté et Roland de l'autre, parce que Roland Olivier était avec moi pour le pacte de confiance pour l'hôpital, et notamment nous étions en charge
de la rubrique dialogue social, ressources humaines et dialogue social. Donc je tiens à le saluer parce que nous avons fait un équipage et un quatuor qui a été, je crois, extrêmement intéressant pour nous. Alors, que fait le CNG? Que peut faire le CNG finalement dans ces évolutions attendues, espérées? Donc, au plan de l'expertise, je crois que l'éclairage que nous avons de la gestion, de la finesse que nous avons de la gestion, est un élément très déterminant d'aide et d'éclairage pour alimenter les transformations, observation de la transformation des métiers, des mentalités aussi, des attentes, des besoins. Donc, faire des évaluations sur le champ de l'observation, puis ensuite de l'action, puisque ces observations sont ramenées au travers des expertises que nous menons. On voit toutes les situations, on en voit beaucoup du moins, on en voit un très très grand nombre, à la fois les situations de parcours dynamiques, parcours professionnels de mobilité particulièrement réussis, on voit aussi des situations difficiles. Donc je crois que nous sommes en capacité, je dirais collectivement, et donc je vous associe dans ce collectif, de pouvoir éclairer aussi le ministère de la Santé, la DGOS, la DGCS qui lui est associée, pour la part concernant les D3S, dans les évolutions peut-être souhaitables aussi sur le champ des réglementations. Nous avons également une capacité d'observation pour le pilotage démographique des corps de directeurs. On voit les influences du temps passé, on voit l'effet des restructurations, on a une observation rétrospective et nous sommes capables de projeter de manière prospective et nous apportons des contributions annuelles, pluriannuelles à la DGOS, dont on discutait encore cette semaine avec la directrice de la DGOS. Hervé était présent dans l'équipe RH, sur la détermination du nombre de places au concours, aux différents concours, y compris d'ailleurs les attachés, puisque nous avons les DH, les D3S, les DS et les attachés d'administration hospitalière. Donc là, on a un rôle déterminant parce que nous sommes en capacité de projeter les modèles, de voir l'influence éventuellement de la variation du nombre de postes sur une période et au long cours, puisque un recrutement, c'est un investissement. C'est un investissement qui doit être à la fois de qualité et qui doit être sécurisé, qui doit aller dans la durée, et de s'assurer de cette performance finalement sur ce triptyque, qui soit dans la durée. C'est bien tout l'objectif des éclairages que nous apportons, sachant que la détermination officielle du nombre de postes, c'est une décision politique qui revient légitimement au ministère de la Santé et à DGOS en particulier. L'éclairage des données, on donne beaucoup d'éclairage aussi au niveau du ministère, avec les données que nous avons dans le rapport annuel d'activité, qui est un document considéré comme de référence, qui permet effectivement d'avoir des positions tant sur les médecins que sur les directeurs, puisque vous couvrez les deux champs d'activité. J'y reviendrai tout à l'heure, je vais essayer de les distinguer rapidement. Finalement, est-ce qu'on peut simplifier la gestion nationale? On peut tout faire. On peut tout faire, enfin presque tout, parce que Hervé a dit qu'il y avait un pan où évidemment il y a toujours un peu la connexion aux choses. Mais j'étais ce matin à la réunion des DGARS, avec la DGOS d'ailleurs, et nous regardions un certain nombre d'éléments, à la fois sur le directeur, mais également sur les praticiens hospitaliers. C'est important, voir comment évolue le système, comment évoluent les structures, comment vont se transporter les emplois fonctionnels notamment, comment tout ceci va évoluer dans le temps. Et nous sommes à un instant T d'une rétrospective, mais à un instant T du temps présent, où finalement on constate la nécessité, très probablement, de travailler sur ces aspects dans le calendrier que Hervé a rappelé et dans lequel nous apporterons bien sûr notre participation. La simplification de la gestion nationale elle passe aussi par une nette amélioration, une refonte de notre système d'information. Nous avons aujourd'hui un dispositif qui s'appelle JIDES, qui est un dispositif historique d'application de gestion. Nous travaillons actuellement sur Logidir, comme on fait un déploiement d'une expérimentation sur Logimed pour les médecins, qui va permettre de connecter tout l'art de finalement comment gérer la GPEC demain. Nous sommes au cœur de cette transformation qui est absolument indispensable. Croiser les données, matcher finalement les dispositifs. Quand on va rechercher un directeur spécialiste des finances, on pourra trouver les univers. Combien il y a réellement de titulaires, directeurs, combien il y a de faisans fonction, c'est une question très importante que nous avons. Tout ceci, avec Logidir, doit être rendu possible. Donc nous sommes en train
d'expérimenter. On regarde d'ailleurs dans la fonction publique territoriale. Nathalie Cagnou a dit il y a des environnements, il y a des systèmes de fonction publique, il faut les croiser, on a des choses à apprendre aussi des autres. Donc nous travaillons à la fois sur l'univers d'État, les logiciels sur le marché pour aller vite et comment on va pouvoir l'adapter. Donc c'est en cours, nous sommes en train de travailler très activement sur ce sujet qui devrait nous permettre d'être beaucoup plus efficaces en termes de simplification de gestion et en termes d'efficacité, d'avoir une réaction beaucoup plus grande encore sur les données et leurs adaptations. Je voulais dire un tout petit mot sur, finalement, aussi la charte de l'éthique et la responsabilité. Je voulais remercier le 5A CFDT, puisque c'est un chantier que vous avez ouvert de manière spontanée en 2011. Finalement, il a maturé chez tous, et nous avons pu travailler, je crois, d'une manière confiante pour en conclure son terme, qui n'était pas gagné. Donc, au mois de juin dernier, c'est une charte, je crois, qui est très symbolique d'une vraiment prise de conscience et d'une responsabilité des directeurs qui est affirmée, puisque les directeurs ont admis le principe de l'exemplarité. Ce n'est pas si évident pour des corps professionnels, de considérer que l'exemplarité, en admettant aussi que l'exemplarité, ils doivent l'avoir pour eux-mêmes, chacun des membres du corps doit l'avoir pour le groupe, pour les personnes individuelles, mais aussi une relation à l'État, qui doit être une relation aussi de confiance, de respect, d'estime et de dignité dans le rapport à l'autre. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Nous l'avons fait travailler également par la représentation d'État ARS et délégation départementale de la cohésion sociale. Et nous allons voir avec Cécile Courrèges, nous en avons parlé récemment, comment nous allons pouvoir en diffuser donc, et en l'officialiser et en diffuser les modalités le plus rapidement possible. Je voulais également dire un tout petit mot sur les CCN, le rôle très important du Comité consultatif national unique, puisque nous avions 3 comités consultatifs nationaux distingués, chacun pour chaque corps distinct. Nous avons maintenant un CCN unique qui admet, disons, dans la comparabilité de notre regard, les 3 corps simultanément, en marquant à la fois les différences et éventuellement les points de ressemblance sur les sujets d'intérêt collectif. Et le CCN, qui est le CCT, pardon, la Commission des conditions de travail, c'est une pièce unique dans le champ des systèmes de fonction publique pour la haute fonction publique. Elle a été créée donc en 2016. Elle est très importante parce qu'elle s'adresse de manière spécifique au corps des directeurs, à la haute fonction publique hospitalière, sur le champ de la qualité de vie au travail. C'est quand même une première. Nous avons beaucoup travaillé très récemment avec les organisations syndicales directeurs et le 5A CFDT a pris une part active en proposant une contribution qui a été, donc, sur laquelle nous avons basé toute notre réflexion avec les 2 autres organisations syndicales qui aussi ont donné des apports. Et nous avons travaillé à partir du rapport Gaulac et Bouvier. On devrait, dans quelques temps, pouvoir regarder ces points de manière importante, puisque nous avons identifié 6 exigences, finalement, autour des métiers. Et nous sommes mis d'accord sur quelle est la vie, finalement, et quel est le ressenti, quel est le vécu et le ressenti au travers des situations que nous avons analysées du côté du regard des organisations syndicales, mais également du côté du regard de l'État, et notamment dans la gestion qui était la nôtre. Je crois que c'est un travail très important que nous avons fait. En peu de temps, il a été très efficace grâce aux collaborations et aux coopérations que vous avez données. Nous travaillons actuellement sur une fiche de signalement que nous travaillons avec la DGOS, bien entendu, la DGCS et vous-même. Sur le plan des praticiens hospitaliers, puisque la question m'était posée, mais peut-être je vais laisser Camille, non, il me l'a posé la question. Donc je vais essayer de vous dire un peu ce qui se passe sur le front des praticiens hospitaliers. Et finalement, est-ce qu'on est capable de simplifier la donne, d'avoir un autre modèle pour les praticiens hospitaliers et un peu plus de souplesse pour les établissements de santé? Alors, il y a des souplesses qui existent et que l'on ne voit pas. Je voulais vous le dire parce qu'on a quand même travaillé dans la souplesse avec la DGOS dans les travaux que nous avons menés, notamment avec la mise en place des groupements hospitaliers de territoire, puisqu'il y a un décret qui est sorti en mars 2017. Ce décret a l'air de rien, mais l'un de ces derniers paragraphes est très important, puisqu'il admet l'idée, contrairement à toute la logique de gestion nationale, que dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire, comme les établissements se regroupent, parfois se regroupent d'ailleurs sous l'égide de directions communes,
il y a des mutations internes au GHT qui peuvent être organisées sans qu'il soit besoin de participer au tour national de recrutement. Ce sont donc des tours territoriaux qui sont organisés à l'initiative des établissements, avec bien sûr les précautions de la liaison avec le CNG, parce qu'on a affaire quand même à des titulaires. Mais ceci est un élément extrêmement important, car ça aurait nécessité que nous fassions des centaines et des centaines d'arrêtés avec une équipe qui comporte 21 personnes. Nous avons, et puis en plus, on a considéré que la proximité était le lieu dans lequel cette transformation était la plus efficace. Donc, il faut savoir que nous avons dans les tours de recrutement de praticiens hospitaliers 5000 postes publiés à chaque tour, 5000, 5500, 4500 pour le deuxième tour, et que nous jouons aussi l'entre-deux tours. Vous voyez, c'est comme dans les élections. Mais dans l'entre-deux tours, les postes qui sont restés vacants peuvent être remis à la disposition de praticiens en disponibilité, en détachement ou dans certaines situations qui peuvent revenir prioritairement. Sur les praticiens hospitaliers, nous allons simplifier beaucoup la vie des établissements, probablement la vie des ARS aussi, c'est certain, et un peu la vie du CNG aussi, mais beaucoup la vie des établissements, puisque nous sommes en train d'expérimenter un applicatif métier de praticien, médecin, pharmacien, odontologiste, au travers d'une espèce de cœur du réacteur qui englobe à la fois les structures, les établissements, les structures, les praticiens qui ont une fiche d'identité qui est identifiée pour chaque praticien. Il faut savoir que nous avons 55 000 praticiens gérés par le CNG et 40 000 qui sont recrutés directement par les directeurs d'hôpitaux. Le but de cet applicatif, c'est de contenir dans cette base, qui est une base gigantesque, parce que par rapport aux données qui vont pouvoir être croisées, par spécialité, tous les statuts sont concernés, de l'interne à l'hospitalo-universitaire, aux professeurs des universités. C'est un travail que nous faisons en partenariat avec les établissements, et les établissements, et je les en remercie, ont accepté de nous ouvrir les portes, de tout nous dire, ce qui nous permet d'avancer vite maintenant. Ce logiciel va être déployé, il vous permettra d'avoir des bilans sociaux des praticiens hospitaliers en temps réel, il va vous permettre d'avoir un dispositif d'intégration et surtout une automatisation en temps réel de tous les arrêtés que nous allons prendre qui arriveront vers vous. Vous aurez des connaissances pour pouvoir travailler sur vos projets médicaux partagés. On pourra un jour le présenter, mais pour l'instant, il est expérimenté sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il va se déployer sur le CHU de Nancy, sur le CHU de Bordeaux également, qui ont accepté d'être volontaires, et sur le centre hospitalier de La Rochelle. Nous avons donc tous les GHT de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui vont être concernés d'ici le premier trimestre 2018. Donc là, c'est une simplification très grande pour les directeurs, c'est une aide à la gestion pour vos gestionnaires, c'est une aide de pilotage stratégique pour les directeurs d'hôpital. Vous connaîtrez tout des directeurs, vous pourrez, par la base que nous allons mettre au point, vous pourrez également sécuriser les recrutements que vous faites en tant que contractuel. Parce que parfois, circulent quelques faux diplômes, il faut quand même qu'on se le dise. Tout ceci va être sécurisé puisque ça vous donnera directement accès au RPPS, au registre, au répertoire partagé des professionnels de santé. Vous aurez les qualifications ordinales, les spécialités de concours, les spécialités d'exercice. Vous aurez la répartition de la quotité des temps dans chacune de vos structures. Donc c'est un travail de partenariat que nous faisons avec les établissements, avec l'ARS et avec le CNG. Avec une détermination qui était très grande et que j'ai demandé à admettre comme principe de départ, vous avez des établissements autonomes. Nous devons respecter cette autonomie. Nous avons donc délimité les champs de compétences des établissements, de la région, de l'ARS et également du CNG, de manière à ce que les responsabilités soient distinguées et que la vie intérieure de l'établissement soit de la responsabilité donc, des établissements. C'était une condition qu'a émise la Fédération hospitalière de France et les directeurs qui se sont associés à ce dispositif. Pour l'instant, il n'est pas déployé en son état, puisque la version finalisée, c'est assez spectaculaire quand on voit tout sort assez automatiquement, et tous les statuts sont intégrés dans le mécanisme. Donc ça vous dit, assistant, vous avez droit par exemple à un statut de 2 fois 4 ans. Au bout de, vous mettez un curseur 18 mois, on vous alerte en vous disant dans 6 mois, il faut que vous ayez renouvelé, ou éventuellement, donc tout est intégré, ça veut dire que chaque fois que les statuts vont se modifier, le système devra évoluer pour intégrer les nouveautés statutaires. Donc voilà ce que l'on peut faire
Et la même chose doit être déployée pour les directeurs, c'est dans le même esprit, et avec notamment les groupements hospitaliers de territoire. Donc nous pourrons tout savoir aussi des directeurs et vous pourrez tout savoir de vos collaborateurs. Sur le plan de l'accompagnement, et j'en termine, nous avons un gros dispositif de déploiement de l'accompagnement individuel et collectif. Nous avons sur le plan de l'accompagnement individuel, coaching, mission, de déploiement, technique de recherche d'emploi. Donc, nous avons plusieurs dispositifs. Cette dimension d'accompagnement collectif a augmenté au cours des 3 dernières années de 9 à 14% chaque année. L'accompagnement collectif, sous la forme de différents ateliers, c'est beaucoup déployé. Là, nous avons une progression de plus 28% à 49% de progression chaque année depuis 3 ans. Et nous avons mis au point très récemment, à la demande de la DGOS dans l'accompagnement DGHT, nous avons mis un dispositif que l'on appelle les ateliers co-développement, qui fonctionne très bien. Je ne sais pas si certains d'entre vous y ont déjà participé. Nous avons un taux de retour qui est très favorable, qui s'adresse prioritairement aux chefs d'établissement support. C'est une méthodologie, c'est pas une formation, c'est une méthodologie pour permettre de déployer par des outils particulièrement maîtrisés, donc de faire un déploiement sur l'ensemble du groupe, de leur groupe. Nous avons également un atelier qui commence avec les présidents de CME, puis nous irons vers les directeurs des établissements membres et les responsables de pôle. Et nous avons un atelier mixte qui commence avec praticiens hospitaliers et directeurs d'établissement. Donc ça nous permet de déployer quand même et d'accompagner le changement dans le cadre des GHT. Voilà ce que je pouvais dire à ce stade en vous remerciant et je me tiens à votre disposition pour les questions. Merci à vous. Je pense que c'était important de faire un diaporama, un panorama plutôt qu'un diaporama assez complet des missions du CNG qui sont, c'est vrai, très complexes, qui ne se simplifient pas avec le temps. Donc c'est à vous, en fait, de faire cette simplification. Vous avez eu la pudeur de ne pas signaler que ça se faisait dans un contexte financier extrêmement contraint. Donc je me permets de le dire, vous faites de la simplification avec des moyens financiers qui sont en constante diminution. C'est-à-dire que la réalité des établissements, vous la connaissez également d'une autre manière, mais vous la connaissez très clairement. Les moyens financiers et les moyens humains, voyez-vous, parce que les moyens humains, effectivement. Grâce aux contributions des établissements et de la dotation assurance maladie et du bon traitement de notre tutelle, la DGOS, notre situation va bien. Vous avez aussi évoqué la charte de la responsabilité, donc je pense que c'est quelque chose dont on peut être fier. Je ne suis pas sûr que ce soit dans nos habitudes de dire qu'on est fier de quelque chose à la CFDT. Donc c'est pas grave, moi je le dis, on est très fiers de cette charte, voilà. Parce qu'effectivement, elle a été largement portée par le SYNCAS et je pense que voilà, c'était quelque chose d'important. C'est quelque chose qui est important aussi pour la formation des générations. Donc là, je pense qu'on doit avoir à peu près 4 décennies représentées de présence à l'école de la santé. La décennie 2010 étant bien représentée, les décennies 80 un petit peu moins, mais il y en a quelques-uns qui sont là encore. À l'école, on n'apprend pas juste à améliorer son coup droit, même si ça peut y contribuer. On travaille effectivement aussi sur toute cette question de management. Et au niveau de l'école, on se pose aussi la question du coup de l'évolution des missions de l'école de la santé, parce qu'elle a énormément bougé. Alors elle bouge architecturalement parlant, c'est assez impressionnant quand on n'y va pas régulièrement. Mais elle bouge également, je pense, dans l'organisation de l'école. Et voilà, je vous propose, Roland Olivier, de nous en parler un petit peu. Ça marche ? Oui. Tout d'abord, je voulais vous remercier sincèrement de m'avoir invité et à travers moi, je dirais l'équipe de l'Institut de Management. Et je tiens à dire qu'on est un collectif et je suis très fier d'eux aussi. Voilà. Donc, effectivement, ces évolutions. Alors, je m'étais dit que j'allais commencer par faire un exposé avec des parties, etc. Puis il m'est venu à l'idée de vous raconter quelque chose. Vous connaissez l'émission Cash Investigation. Et vous avez vu l'émission sur l'hôpital. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, ils ont stocké à la porte de l'HESP en disant est-ce qu'on pourrait suivre la formation de vos élèves. Alors, c'était les élèves directeurs d'hôpitaux, mais ça vaut, je dirais, pour pour tous les corps concernés. Et on a dit oui, parce qu'en fait, on n'a rien à cacher. Au contraire, on estime que c'est très important de parler de ce que l'on fait et aussi de ce que vous faites aussi à travers nous. Et donc,
Ben, ils sont venus et ils ont tourné, une journée. Effectivement, c'était des retours d'élèves et retours de stage, et les élèves faisaient ce qu'on appelle du retour d'expérience, c'est-à-dire notamment concernant la pratique du dialogue social dans les établissements. Donc, ben voilà, il y a eu un échange, il y a eu toute une période de tournage, donc c'était des retours de stage. Après, il y a eu des interviews d'enseignants. Donc, vous êtes enseignant en finance, je pense que vous devez indiquer à vos élèves comment bien restructurer les établissements de santé, n'est-ce pas? Et puis, vous êtes là pour faire de l'argent parce que vous devez fonctionner comme ça. En réponse du collègue, il dit, écoutez, nous, ce qu'on apprend surtout, c'est effectivement de pouvoir bien gérer, de pouvoir fonctionner effectivement avec un bon taux de marge. Et puis, effectivement, il y a des activités qui sont excédentaires, d'autres qui sont déficitaires. Et tout ça, on le met en le pot commun pour rendre service à nos patients. Parce que notre objectif principal, c'est quand même le service rendu aux malades. Et donc, voilà comment on fonctionne. Morale de l'histoire, il n'y a rien eu sur l'école dans cette émission. Donc je vous laisse méditer, mais ça me semblait un exemple intéressant pour dire c'est quoi effectivement l'accompagnement de l'EHESP dans les statuts. Parce qu'effectivement, je pense que l'école, elle est porteuse effectivement de ses valeurs de service public, ses valeurs aussi d'intérêt général, et tout en pouvant porter les transformations des organisations de santé. Et vous êtes bien placé pour savoir que c'est hyper rude en ce moment. Donc, on a bien compris. Hein, d'ailleurs, si on ne comprenait pas, vous seriez là pour nous le dire, c'est que les trajectoires professionnelles sont très variées, elles vont beaucoup évoluer, et ça, ça concerne tous les corps. Et de ce fait-là, il y a effectivement cette importance de l'accompagnement. En premier lieu, ce que je tiens à dire, c'est qu'il faut qu'on arrête de penser école comme l'école de la formation initiale. Non, c'est plus vrai. Alors, je prends un exemple, les attachés. En fait, les attachés de la formation initiale, c'est 1/3, et 2/3, ce sont les attachés qui viennent au choix ou qui viennent par le biais de l'intégration par le Sauvadet. Donc, je prends cet exemple-là qui est ponctuel, mais c'est aussi le cas de vos collègues, des collègues qui intègrent le tour extérieur, etc. Ce qui fait qu'il y a un brassage autre. Deuxième élément, c'est une école aussi, et dans notre institut, c'est la présence de plus en plus importante effectivement de la composante médicale, donc c'est-à-dire d'abord dans notre corps enseignant et puis aussi dans l'ouverture aux médecins, c'est-à-dire qu'il y a la formation aux médecins ménagères. Je dis ça pourquoi? Parce que ça permet une fertilisation croisée, donc c'est penser effectivement des dispositifs tout au long de la vie. Et ça, c'est un point sur lequel je pense qu'on pourra revenir sous peu. Donc très, très concrètement, alors, pour dire aussi que, évidemment, je remercie Camille d'avoir dit cela, c'est que l'école, c'est pas les cours de tennis, et effectivement, les formations, c'est pas les formations qu'on a pu connaître les années précédentes. C'est normal parce que les choses bougent, et en 3 ans, toutes les formations initiales ont été remodelées. Toutes, je dis bien toutes, hein. Attaché, directeur des soins, D3S, DH. Et ce que je voulais pas vous donner un scoop, mais effectivement, et dans le prolongement de ce que disait Hervé Amiot Chanal, eh bien, on s'y colle ensemble, et je dirais, grâce à votre regard, on va, je pense, enfin, parce qu'il faut toujours être prudent, mais plutôt à la fin janvier, vous proposer un rendez-vous sur justement la logique, la démarche de l'adaptation de toutes les formations initiales sur les 4 corps concernés, c'est-à-dire DH, D3S, directeur des soins, attaché. Pour nous, effectivement, c'est un collectif, et donc il faut travailler ensemble, c'est-à-dire avec un comment dirais-je, un guideline, si je peux m'exprimer ainsi, commun, mais bien entendu avec des adaptations propres à chaque composante, avec quelques idées. Et je reviendrai après, évidemment, sur le chantier plus général qui va s'ouvrir, hein, qui a été dans le cadre de l'évolution des métiers, mais ça y participe. Avec d'abord, effectivement, cette idée d'accompagnement donc des trajectoires professionnelles, et avec l'idée d'être dans une logique encore plus d'alternance. Déjà, d'ailleurs, la formation initiale, c'est la moitié du temps, c'est du stage. C'est du stage. Donc, eh bien, l'idée, c'est d'aller encore plus loin dans la réflexion et de faire effectivement du terrain de stage des lieux d'apprentissage encore plus forts, et de pouvoir travailler sur des progressivités
de connaissances. Je vois Patrick Placé, j'ai oublié de dire que je voulais le saluer au passage, puisqu'il a fait partie de ce collectif, et je le remercie vivement. Donc, cette idée de travail, d'alternance, alors, adapté, je pense qu'il faut tenir compte du contexte, mais avec l'idée de pouvoir travailler par palier et de faire en sorte qu'à la fin de la formation, eh bien, l'apprenant, l'élève, soit effectivement complètement opérationnel dans une logique d'interaction entre les apports, la connaissance, le conceptuel et le terrain, et donc d'enrichissement entre les deux. Donc là, on va vous proposer de travailler sur cette approche-là. Après, il faut qu'on envoie aussi la faisabilité économique. Donc on a pris le parti de dire, on lance des idées, on lance des projets, et puis effectivement, ensuite, il y a les principes de réalité, on verra comment les choses s'adaptent. C'est un peu cette idée-là. L'autre idée, c'est aussi effectivement, et tout ce qui vient d'être dit sur les évolutions sont importantes, c'est l'évolution des méthodes d'acquisition des connaissances, où de plus en plus, il y a de la co-construction avec les élèves, avec les professionnels en formation continue, à partir de la construction par eux-mêmes d'une partie des cursus de formation. Je pourrais parler aussi d'autres modalités, mais ça, on pourrait y revenir dans la discussion. Et puis, effectivement, cette idée aussi autour de l'alternance, c'est de dire que, eh bien, on arrive à la fin d'un cursus de formation autour de ce qu'on appelle dans notre jargon la spécialisation, c'est-à-dire la préparation à la prise de poste. Eh bien, on va retrouver ça effectivement quand on est junior, avant d'intégrer effectivement son nouveau poste, mais on va le retrouver effectivement tout au long d'une vie professionnelle, à chaque changement ou en fonction des différentes étapes de sa carrière. Et donc, c'était l'idée que nous soyons au rendez-vous pour la responsabilité qui est la nôtre autour de ces questions de formation. Autre point, c'est que tout ça, c'est pas le HESP isolé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir, nous, un discours où on dit que le système de santé fonctionne en silo et être dans un splendide isolement. C'est-à-dire qu'il est très clair qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'engage à fond dans un travail partenarial avec effectivement tout l'environnement qui est le nôtre. Et effectivement, c'est pour ça que je reviens sur ce qui a été annoncé donc, il y a 48 heures autour de l'évolution des métiers. Pour nous, ce serait incompréhensible de ne pas travailler, de ne pas faire évoluer les formations à l'aune de ce que vient d'indiquer la DGOS, de ce que vient d'indiquer Daniel, c'est-à-dire effectivement d'avoir un dispositif de formation qui soit intégré dans un ensemble plus vaste qui est celui de l'accompagnement des évolutions professionnelles. C'est-à-dire le terme formation en soi, il est un peu restrictif. Et nous, on a aussi à jouer un rôle dans ce domaine-là. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de chasse gardée de ce point de vue-là. On a parlé, par exemple, d'autres approches comme les retours d'expérience, comme effectivement le co-développement. On a parlé aussi, évidemment, j'ai oublié de le mentionner, mais des dispositions telles que le mentorat, telles que le tutorat, l'accompagnement individuel. Ce sont autant d'éléments, effectivement, qui sont essentiels pour permettre effectivement ces accompagnements et renforcer, je dirais, la reconnaissance statutaire qui vient d'être évoquée. Pour nous, ça va de pair. Et puis donc, autour de ça, je voulais faire le lien effectivement avec la recherche. Alors, quand on parle de recherche, on est un peu effrayé en disant c'est quelque chose d'un peu très théorique. C'est vrai qu'on est plus intéressé, même si dans le domaine du droit et des sciences politiques, c'est très important qu'il y ait des compétences manifestées, mais c'est vrai qu'on est dans le domaine ce qu'on appelle des sciences de gestion, qui sont donc une discipline relativement jeune. Mais en fait, l'idée, c'est de pouvoir faire interagir les apports des connaissances, les apports terrain, pour pouvoir effectivement s'enrichir mutuellement et faire évoluer, adapter les pratiques. Alors, je vais prendre deux exemples là-dessus. Ça a été effectivement le rôle de la chaire en management des établissements de santé, donc on a porté, et pas tout seul d'ailleurs, entre parenthèses, donc je ne vais pas citer tous les partenaires, mais ils se reconnaîtront, où effectivement, à la demande des partenaires, l'an dernier, ça a été consacré principalement au sujet des GHT. Et pas sous l'angle GHT fermé, si j'ose dire. Mais c'était qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde industriel et commercial lorsqu'il y a des phénomènes de regroupement. Qu'est-ce qui se passe en interaction ville-hôpital. Qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'usager. Donc là, prochainement, il y aura une petite publication dans la presse professionnelle. Je prends un autre exemple. Il y a quelques jours, il y avait un séminaire sur les métiers de la coordination. Alors ça paraît comme ça généraliste, sauf que par le biais de la recherche,
on commence à donner des définitions. C'est-à-dire que ça peut aider quand même les professionnels à se dire « Ok, mais qu'est-ce que j'entends par ça? Qu'est-ce que c'est qu'un infirmier de coordination versus un infirmier de pratique avancée, etc. » Entre parenthèses, il y a eu des directeurs des soins très nombreux dans cette assemblée. Donc c'est pour vous dire que, et y compris bien sûr sous l'angle des comparaisons internationales, la littérature, etc. En particulier, je peux prendre l'exemple là, des ACO américaines notamment. Donc c'est comme ça que l'on voit, nous, l'enrichissement que la recherche peut apporter. On pourra y revenir après sur l'évolution des métiers de directeur où la variété des parcours pourrait aussi intégrer aussi cette dimension recherche. Mais voilà effectivement dans quel sens donc, on travaille. Et en fait, on ne peut nous vivre que parce qu'il y a cette interaction avec l'environnement professionnel. C'est-à-dire qu'on y croit tous profondément, même si c'est un établissement, et tant mieux, c'est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, mais qui a cette particularité de pouvoir effectivement présenter un caractère, tout du moins dans le domaine qui est le nôtre, le plus opérationnel possible, mais dans un opérationnel qui est un opérationnel qui essaie d'anticiper à chaque fois, c'est-à-dire pas jouer le coup d'après, mais ne pas reproduire forcément des situations, ce qui peut amener un regard critique, mais dans le bon sens du terme, mais plutôt effectivement se projeter vers les organisations à venir. SAC CFDT. S'engager pour chacun. Agir pour tous.